Donc, bonjour Monsieur Marc Romainville, on Bonjour. est ravis de vous accueillir pour avoir votre expertise pour notre journée à IPU de ce 16 mai. On va vous poser quelques questions très globales, très générales sur les compétences de l'enseignement supérieur de demain, qui est donc la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Et donc avant tout ça, je vais vous laisser quelques instants pour vous présenter, pour que chacun d'entre nous puisse bien savoir à qui on a affaire là tout de suite. Donc je m'appelle Marc Romainville, effectivement, je suis professeur à l'Université de Namur et président du Centre de didactique supérieure de l'Académie Louvain. Et en réalité, je m'intéresse à ces questions de pédagogie de l'enseignement supérieur depuis un peu plus de 20 ans. Et je continue à y réfléchir comme membre de l'IPU, Communauté française de Belgique également. Parfait. Donc dans le contexte qui nous occupe, dans un paysage pédagogique et politique en mouvement constant, on se demandait aujourd'hui, voilà, quelles compétences pour l'enseignement supérieur de demain, et peut-être plus précisément aujourd'hui, quelles compétences pour l'étudiant de demain. Donc est-ce que vous avez quelques petites idées à nous donner pour embrayer ensuite sur nos ateliers? Déjà, je pense qu'il faut peut-être faire remarquer que le fait que vous me posiez la question est déjà un fameux progrès. Parce qu'il y a, disons, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, le diplôme d'enseignement supérieur jouait plutôt seulement le rôle de signal ou de filtre. C'est-à-dire qu'il y avait peu d'étudiants, enfin il y en avait moins, disons. Il y avait une sélection drastique, et ceux qui sortaient de cette sélection-là, on considérait que, quoi qu'ils aient fait, pratiquement, ils avaient un certain nombre de capacités ou de compétences qui leur permettraient d'entrer dans la vie professionnelle de manière active et efficace. Tandis que depuis un certain nombre d'années maintenant, on se pose vraiment la question, mais tel ou tel programme participe-t-il à développer tel ou tel type de compétences? Et on essaye de les identifier, de les expliciter, et ça devient aussi des cibles collectives pour tous les enseignants qui participent au programme. Donc je trouve que c'est une excellente question. Donc le questionnement pour les compétences de l'étudiant, on va le lier aujourd'hui peut-être à la massification de l'enseignement supérieur et à tout ce qui en découle au niveau des enjeux pédagogiques. Tout à fait. Donc un enseignement supérieur qui accueillait, disons, 10-15% de la population, d'une génération, d'une classe d'âge donnée, on ne s'intéressait pas trop à savoir quelles compétences ils avaient acquis. De toute façon, ils étaient déjà une élite, et cette élite-là devait, leur principe, être efficace. Ils étaient passés par tellement de barrières qu'en principe, ils devaient être relativement bons. Quand on arrive à 56% de taux d'accès, ce qui est notre cas maintenant, 20-25% de taux diplômés, il faut quand même savoir quelles sont les compétences que toutes ces personnes-là ont acquises, notamment pour leur orientation professionnelle future. Donc c'est une question qui est relativement nouvelle. Et quand on dit quelles compétences sont acquises par ces étudiants, on va parler plutôt de compétences en termes d'apprentissage ou de compétences professionnelles déjà au moment de leurs études? Alors je pense qu'il y a les deux pour le moment. Je crois qu'il y a une partie de compétences de l'étudiant qui sont des compétences très liées à des, pas nécessairement à une discipline, mais à des champs disciplinaires donnés. Et une des caractéristiques de l'enseignement supérieur, c'est qu'on va leur faire acquérir des compétences assez pointues, assez poussées, et qui soient à jour par rapport au développement des disciplines. Donc ça, c'est un premier groupe de compétences. Mais alors, il y en a deux autres, je dirais. Il y a des compétences beaucoup plus génériques. En général, les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur vont effectivement exercer des métiers à responsabilité. Certains vont même exercer ce qu'on appelle des professions. À partir de là, il leur faut un certain nombre de compétences génériques comme l'autonomie, la capacité à gérer des problèmes ouverts, relativement complexes, la capacité à rendre compte de leur action auprès de clients ou auprès de personnes qui les financent, etc. etc. Donc il y a toute une série de compétences plus génériques qui ne sont pas uniquement disciplinaires. Et puis je crois que pour le moment, il y a un troisième groupe de compétences qui a été bien identifié par la conférence de M. Chevalier au colloque de l'IPU à Trois-Rivières. C'est pas seulement d'être actif ou de développer son propre savoir, mais être capable, et aussi de vouloir, de modifier ou de transformer la société de demain. Et ça, vraiment, on ne prépare pas les étudiants à cette dimension-là de la même manière qu'on leur enseignait bêtement des connaissances. Donc il y a encore une évolution au niveau des compétences visées et ciblées par l'enseignement supérieur pour demain. Je pense que le monde de demain sera particulièrement incertain, instable. Il ne sera pas tout à fait celui que nous avons connu enseignant. Donc on doit préparer nos étudiants, pas seulement à s'y insérer, ça n'a pas de sens, mais à le transformer positivement vers un certain nombre de valeurs qu'on doit aussi leur inculquer et les faire partager. Donc quand on entend qu'il y a une espèce d'évolution dans les compétences visées, donc une évolution dans les programmes d'enseignement, on se dit effectivement l'étudiant de demain évolue.
ce qui signifie qu'au niveau de l'enseignement, il y a des nouvelles compétences également à viser pour l'enseignant de demain. Et donc là, je vais arriver à ma deuxième question. Donc, quelles sont les compétences pour les enseignants de demain qui devront donc avoir à charge l'enseignement, l'apprentissage et qui seront garants de ces nouvelles compétences de l'enseignement supérieur? On pourrait s'amuser à faire le parallélisme un peu systématique. Hein. Donc j'ai dit que du point de vue des compétences des étudiants, c'est une question nouvelle puisqu'on est passé d'un paradigme de la sélection à un paradigme de la formation. Je pense qu'une des compétences essentielles de l'enseignant, c'est de faire ce même passage. C'est-à-dire de ne plus se concevoir comme quelqu'un qui trie, qui sélectionne, qui garde la crème et auquel on attribue un diplôme qui aura rôle de filtre ou de signal. On est quelqu'un qui forme, et qui forme le plus grand nombre à l'exercice d'un certain nombre de compétences relativement bien identifiées. Donc ça, l'air de rien, c'est quand même déjà un changement de paradigme assez important, un changement de mentalité ou changement de perspective, disons. Et donc ce changement de perspective va également avec toutes les thématiques problématiques d'aide à la réussite, d'un côté au niveau d'accompagnement des étudiants, et également d'accompagnement pédagogique pour pouvoir encadrer les étudiants dans ces démarches-là. Tout à fait. Moi, je crois que ça a été un des grands changements de la conception du métier de l'enseignant supérieur, c'est que, bon, c'est une caricature, mais enfin, voilà, je pense qu'avant, on était plutôt considérés comme des personnes qui étaient détenteurs d'un certain savoir et qui le transmettaient plus ou moins bien. Maintenant, on est vraiment des accompagnateurs de formation, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à assumer, par nos pratiques pédagogiques les plus ordinaires, la réussite du plus grand nombre, pas de tous, mais du plus grand nombre, à exigence constante. Et ça, c'est quand même un défi pédagogique d'une certaine ampleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Un défi pédagogique de taille. Et pour vous, dans l'évolution de ces missions, donc dans l'évolution du métier d'enseignant en supérieur, le rôle que peut avoir la recherche dans la pratique enseignante, et donc le rôle de ce genre de réseau dans l'évolution professionnelle de l'étudiant. Quel rôle l'AIPU pourrait jouer, ou n'importe quelle autre de ces associations pédagogiques, dans l'évolution du métier d'enseignant en supérieur? Disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on estime qu'une des missions de l'enseignement supérieur, c'est de former nos étudiants aux connaissances et au savoir-faire les plus pointus, les plus à jour, il me semble qu'une condition minimale, c'est que les enseignants soient eux-mêmes au courant de l'ensemble de ces développements de recherche, pas seulement dans leur discipline, mais aussi en matière de recherche pédagogique, sur les méthodes, sur les effets des méthodes actives, sur les conditions d'efficacité des différents dispositifs de promotion de la réussite, etc., etc. Donc il faut savoir, comme le disait un collègue lors d'un colloque, pas nécessairement faire de la recherche soi-même, parce qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, mais au moins être capable d'écouter aux portes de la recherche, c'est-à-dire de comprendre ce qui s'y joue, les tendances les plus importantes, les plus actuelles, les avenues, comme on dit au Québec, les plus prometteuses. Et ça, je pense que c'est une compétence essentielle. Et évidemment, une association comme celle de l'AIPU peut grandement jouer un rôle par rapport à cette exigence-là. Et alors qu'on parlait donc des compétences de l'étudiant qui sont multiples et souvent transversales, et qu'on est en train de viser vraiment des compétences plus génériques pour ces étudiants-là, il en va de même pour l'enseignant qui développe également des compétences peut-être en marge de son métier d'enseignement pur et qui va au-delà de la transmission unique. Donc là aussi, il y a des nouvelles compétences à viser pour l'enseignant de demain. Tout à fait. Bon, je crois que c'est l'évidence même. Hein, tous les enseignants le disent, ils sont confrontés à des nouveaux publics. Qui dit nouveau public, nouvelle façon d'apprendre, nouvelle façon de réagir à des enseignements, ce qui appelle inévitablement aussi de nouvelles façons, pas seulement d'enseigner d'ailleurs, mais d'entrer en relation avec des jeunes de 18-19 ans, ce qui suppose de connaître un peu leur monde, leur mode de fonctionnement, les pratiques qu'ils ont déjà en matière, par exemple, de communication, de réseaux sociaux, et d'essayer de voir en quoi, sans s'y plier d'office, mais en quoi les modalités d'enseignement peuvent profiter aussi des qualités et des spécificités des jeunes qui nous arrivent. Donc là également, on retourne à l'atelier accompagnement technopédagogique. Donc le rôle des institutions est aussi de pouvoir permettre à ces enseignants d'être en contact avec la recherche, de pouvoir avoir des liens avec les réseaux sociaux et de pouvoir les utiliser à bon escient dans leur pratique professionnelle.
tout comme on parlait d'insertion professionnelle et de compétences génériques pour les étudiants et d'accompagnement pédagogique pour les enseignants, pouvoir vraiment leur ouvrir les portes de cette recherche. Donc là, effectivement, au niveau institutionnel, il y a encore pas mal de travail. Oui, d'autant plus que, je m'excuse, on n'a pas parlé non plus du caractère innovant de l'enseignement. C'est-à-dire que je pense que dans un monde aussi incertain et aussi peu prévisible et instable, une des caractéristiques fondamentales, à mon avis, de l'enseignant du supérieur est évidemment de pouvoir presque en permanence, je dirais, adapter ses stratégies d'enseignant aux nouvelles données, qu'elles soient d'ailleurs des demandes de la société, par exemple le nouveau décret, ou les caractéristiques des jeunes. Donc il y a une compétence qui est essentielle et qui est d'ailleurs proche finalement de celle qu'on vise au point de vue des étudiants. J'ai dit tantôt, on vise à ce qu'ils sachent pas seulement s'intégrer dans le monde, mais transformer le monde. On pourrait imaginer par parallélisme de dire qu'un enseignant du supérieur, c'est aussi quelqu'un qui soit capable de transformer l'enseignement supérieur en général, mais à commencer bien sûr par ses propres pratiques. Bien sûr. Merci Monsieur Romainville. Mais de rien. À bientôt.